Salam alaikum, chers étudiants, bienvenue dans cette troisième séance enregistrée consacrée au cours de marché de capitaux et d'instruments financiers. Alors, donc la séance précédente, on s'est arrêté au niveau d'une présentation de la bourse de Casablanca. Donc, on avait commencé par un bref aperçu historique de la bourse de Casablanca. Donc, on avait donc présenté l'évolution de cette place financière depuis sa création jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et on avait également présenté quelques indicateurs caractérisant la bourse de Casablanca fin 2019. Donc, des caractéristiques en termes de nombre de sociétés cotées, de capitalisation boursière globale, de volume de transactions, de liquidité, de nombre d'introductions en bourse, de total de fonds levés. Maintenant, on va attaquer donc la structure et le fonctionnement de ce marché. Alors, en termes de structure de la bourse de Casablanca, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons deux compartiments. On a un compartiment central, ou bien un marché central, et un marché de blocs. Les deux succèdent respectivement au marché de la criée et celui des sessions directes dont nous avons déjà parlé la séance précédente. Donc, on a donc un marché central et un marché de blocs. Alors, le marché central, c'est, comme son nom l'indique, c'est un marché qui est centralisé, qui est caractérisé par l'existence d'un carnet d'ordre central. Et dans ce carnet d'ordre central, donc, ils atterrissent tous les ordres d'achat et de vente qui sont communiqués par les sociétés de bourse pour assurer donc une confrontation des ordres d'achat et de vente. Donc, cette centralisation, il se manifeste donc par l'existence d'un seul prix au même moment pour un titre X déterminé. D'accord? Donc, les sociétés de bourse, ils transmettent donc les ordres d'achat et de vente de chaque titre, un titre X, et suite à la confrontation des ordres d'achat et de vente, on détermine donc un prix d'équilibre et ce sera donc le prix qui sera coté sur le marché. Je vous rappelle que le marché de Casablanca, le marché marocain, le marché boursier marocain, c'est un marché qui est dirigé par les ordres. D'accord? C'est un marché qui est gouverné par les ordres parce qu'on a deux configurations de marchés boursiers. On a les marchés gouvernés par les ordres et les marchés qui sont gouvernés par les prix. Donc la bourse de Casablanca, c'est un marché qui est gouverné par les prix, au même titre que la bourse de Paris, par exemple, qui est gouvernée aussi par qui est gouverné par les ordres, et non pas par les prix, excusez-moi. Donc le marché de Casablanca, c'est un marché qui est gouverné par les ordres. La bourse de Paris également, elle est gouvernée par les ordres. On a d'autres bourses qui sont gouvernées, quant à elles, par les prix, ce qu'on appelle les Kyoto Driven Markets, comme par exemple la bourse de Londres. La bourse de Londres, c'est une bourse c'est un marché financier qui est dirigé par les prix. Alors, c'est quoi un marché qui est dirigé par les prix? C'est un marché qui est caractérisé par l'existence de teneurs de marché, ou bien ce qu'on appelle les market makers. D'accord? Les market makers. Donc, sur ce marché, donc, on a plusieurs intervenants, plusieurs market makers, plusieurs teneurs de marché qui affichent leur position à l'achat comme à la vente. Et donc, bien évidemment, donc, vous allez acheter auprès de celui qui vous propose le prix le plus bas et vous allez vendre à celui qui vous propose le prix le plus élevé. Donc, c'est un marché qui est donc dirigé en ce sens par les prix. On a d'autres exemples de marchés qui sont dirigés par les prix. Par exemple, les marchés qui sont de gré à gré. Tous les marchés qui sont de gré à gré, ce sont des marchés qui sont dirigés par les prix. On a par exemple le marché du Forex, comme on va le voir l'année prochaine, Inch'Allah, pour les étudiants de gestion. Le marché du Forex ou bien le marché de change, c'est un marché qui est dirigé par les prix et donc en ce sens, c'est un marché qui est caractérisé par l'existence de plusieurs contributeurs qu'on appelle donc des market makers. Alors, donc là, on est dans un cas typique, pour la bourse de Casablanca, on est dans le cas typique d'un marché qui est dirigé par les ordres. Ça veut dire qu'on a un carnet d'ordre central pour chaque titre au niveau de la bourse de Casablanca, c'est-à-dire que c'est un marché qui est centralisé. Tous les ordres d'achat et de vente, ils sont envoyés par les intermédiaires boursiers, à savoir les sociétés de bourse, comme on va le voir par la suite.
Et ces ordres-là, comme je viens de le dire, ils atterrissent au niveau donc de ce carnet d'ordre central au niveau de la bourse de Casablanca pour faire donc une confrontation des offres d'achat, des ordres d'achat et de vente pour déterminer un cours d'équilibre. D'accord? Donc ça, c'est un aspect très important qui caractérise donc la bourse de Casablanca, qui est donc un marché gouverné par les ordres. C'est un marché qui est animé par les sociétés de bourse qui sont les seules habilitées à exécuter les transactions en bourse. C'est vrai que lorsque vous souhaitez acheter ou vendre des titres, donc vous allez vous adresser à votre banque, vous allez voir votre conseiller bancaire par exemple, d'accord? Mais il faut savoir que la banque, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il va transmettre à la société de bourse parce que les sociétés de bourse sont les seules habilitées, ils ont le monopole de l'intermédiation boursière, donc ils sont les seules habilitées à transmettre et à exécuter les transactions sur les valeurs mobilières, notamment les actions et les obligations au niveau du marché boursier marocain. Alors, il s'agit d'une négociation qui est électronique, on l'avait déjà dit, donc suite à la réforme de 97, donc il y avait donc donc on est donc passé d'un marché à la criée vers un marché centralisé qui est caractérisé par des négociations électroniques. Donc ça veut dire que tout est géré, l'exécution des ordres est gérée donc de façon électronique au niveau de la bourse de Casablanca. D'accord? Au niveau de la bourse de Casablanca, vous avez au 6e étage tout un étage dans lequel vous avez donc des serveurs, d'accord, qui se chargent donc de cet aspect exécution des ordres boursiers d'une façon qui est électronique. D'accord? Donc les différentes sociétés de bourse ils sont donc connectées, sont donc reliées à la bourse de Casablanca à travers donc des terminaux qui sont mis à leur disposition pour l'exécution des différentes transactions boursières. Donc il y a donc une transmission qui est instantanée et quasi immédiate des ordres boursiers par les sociétés de bourse vers la bourse de Casablanca, qui va donc collecter donc les ordres au niveau donc central. Donc il y a donc une centralisation des ordres comme on vient de l'expliquer, puisqu'il s'agit d'un marché qui est dirigé par les ordres. Une confrontation est faite par la suite pour déterminer donc un cours d'équilibre qui sera donc le cours auquel sera coté le titre en question. Bien. Alors, donc ça c'est en ce qui concerne donc le marché central. À côté du marché central, nous avons un marché de blocs. D'accord? Suite à la réforme de 98. Alors, c'est un marché qui est réservé aux transactions qui portent sur une quantité importante, qui dépasse un certain seuil minimum. D'accord? Donc, lorsque la transaction porte sur une quantité qui dépasse un certain seuil qui est déterminé pour chaque titre par la bourse de Casablanca, la transaction doit donc transiter par le marché de blocs. Elle doit donc avoir lieu au niveau donc du marché de blocs et non pas au niveau du marché central. D'accord? Ça veut dire, si vous souhaitez acheter ou vendre une certaine quantité de titres qui dépasse ce minimum-là, vous ne pouvez pas passer un ordre d'achat ou de vente au niveau du marché central. Vous êtes donc obligé de passer au marché de bloc. D'accord? Alors, ce seuil, c'est un seuil qui est déterminé par, ce seuil minimum, c'est un seuil qui est déterminé régulièrement par la société gestionnaire de la bourse de Casablanca en fonction d'un certain nombre de critères qu'on va voir par la suite. Alors, il y a, pour qu'une transaction puisse avoir lieu au niveau du marché de bloc, il y a deux conditions. Il y a une condition de taille, d'accord, les quantités, et une condition de prix. Donc, la condition de taille, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est qu'il faut que la taille de la transaction atteigne au moins un minimum, qu'on appelle l'ATMB, la taille minimum de bloc. D'accord? La taille minimum de bloc, elle est déterminée par la bourse de Casablanca semestriellement, mais ça peut également, elle peut avoir, la fréquence peut changer en cas de modification, notamment au niveau donc de la liquidité du titre en question. Mais généralement, donc, la détermination elle est faite semestriellement par la fréquence semestrielle par la bourse de Casablanca. Donc, elle est faite par la bourse de Casablanca
en fonction d'un certain nombre de critères observés pendant les 3 mois précédents. D'accord? Alors, il s'agit donc, les critères sont des critères de moyenne de titres échangés, de cours boursiers et de volume minimum échangé. Donc, ce sont donc les critères qui sont pris par la bourse de Casablanca. C'est des critères, comme vous pouvez le voir, de taille de transaction et de liquidité, d'accord, qui permettent de déterminer la taille minimum de bloc, c'est-à-dire le minimum qui doit être atteint pour que, et donc au-delà duquel, ou bien à partir duquel, la transaction doit obligatoirement avoir lieu au niveau du marché de bloc et non pas au niveau du marché central. Et cette taille minimum de bloc, il est arrondi au multiple le plus proche de 100. Ça veut dire si, suite au calcul, la taille minimum du bloc est de l'ordre de, par exemple, 825, donc ça veut dire qu'on va arrondir au multiple de 100 le plus proche qui est 800. S'il est égal par exemple à 875, ça veut dire qu'on va arrondir au multiple le plus proche, donc on va passer à 900 et ainsi de suite. D'accord? Donc il y a donc une condition de taille qui porte donc sur la quantité minimale de la transaction. La deuxième condition, qui est aussi une condition sine qua non importante, c'est la fourchette moyenne pondérée. C'est une condition de prix. Ça veut dire que la transaction doit avoir lieu à un prix qui est situé à l'intérieur d'une fourchette, bornes comprises. Les deux bornes sont comprises. D'accord? Donc, on a une condition donc de taille que je viens d'expliquer, mais on a également une condition de prix. Ça veut dire que la transaction, il ne peut pas avoir lieu à un prix qui est à l'extérieur d'une fourchette qu'on appelle la fourchette moyenne pondérée. D'accord? Et les deux bornes de la fourchette, c'est des cours moyens pondérés. C'est des cours moyens pondérés des ordres d'achat pour le cours acheteur et le cours moyen pondéré des ordres de vente, c'est le cours vendeur. D'accord? Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la bourse, donc vous avez un cours acheteur et un cours vendeur. Donc lorsqu'on parle donc d'une fourchette moyenne pondérée, donc ça veut dire qu'on a un cours acheteur, la limite inférieure, et un cours vendeur, c'est la limite supérieure. D'accord? Donc le prix auquel cette transaction sur le marché de bloc aurait lieu doit être situé à l'intérieur de cette fourchette moyenne pondérée. Et c'est des fourchettes, et c'est des bornes bien évidemment, comme je viens de l'expliquer, qui sont basées sur un calcul qui est fait sur la base des cours acheteurs et des cours vendeurs sur le marché central. Alors, cette fourchette moyenne pondérée, elle est calculée d'une façon qui est automatique, d'accord, en temps réel, pour les valeurs qui sont cotées en continu, d'accord. Donc, on a des titres qui sont liquides, notamment les titres qui font partie du MADEX, d'accord. Ce sont des titres qui sont liquides, et donc le calcul de la fourchette moyenne pondérée, dans ce cas-là, il est fait d'une façon automatique en temps réel. D'accord, tout au long de la séance. C'est-à-dire à chaque instant, on peut donc avoir la fourchette moyenne pondérée qui est calculée automatiquement par le système. En revanche, pour les titres qui sont moyennement liquides ou bien très peu liquides, c'est-à-dire ce sont des titres, comme on va le voir par la suite, qui sont cotés au fixing. Ça veut dire que ce sont des titres qui sont cotés à des moments précis de la journée. Ils ne sont pas cotés en continu parce qu'ils manquent de liquidité. Leur liquidité n'est pas bonne, d'accord, il est faible. Donc pour ce genre de titre, donc la fourchette moyenne pondérée, elle est calculée à l'ouverture de la séance, d'accord. Bien. Alors prenons un exemple pour être un peu plus concret. Donc soit le carnet d'ordre suivant pour un titre X à 10h14. Donc, dans ce carnet d'ordre, vous avez les quantités à l'achat et les quantités à la vente. Donc, vous avez donc un cours acheteur et un cours vendeur pour chaque titre au niveau de la bourse. D'accord? Donc, on a donc là les cours, les quantités présentées donc à l'achat. D'accord? Donc, c'est les ordres d'achat avec les prix correspondants. Donc, on a les quantités et les prix. Et pour la vente, même chose. Donc, on a les quantités et les prix. Et comme vous pouvez le constater, pour le côté achat, donc vous avez les prix qui sont classés selon un ordre décroissant, alors que pour la vente, les prix ils sont
ils sont classés selon un ordre croissant. D'accord? 210, 60 jusqu'à 211, 20, alors que pour l'achat, 210, 50 jusqu'à 210. Ça veut dire que là, les ordres, au niveau de l'achat, les ordres qui seront prioritaires, ce sont bien évidemment les ordres qui sont libellés à des prix qui sont élevés. D'accord? Donc, quelqu'un qui est prêt à acheter à un prix plus élevé, il serait prioritaire par rapport à quelqu'un d'autre qui serait prêt pour acheter à un prix qui est faible. Donc, ici, par exemple, donc on a un investisseur qui souhaite donc acheter 100 titres X au prix de 210,50, il est prioritaire par rapport à un investisseur qui est prêt à acheter les 250 titres, d'accord, X, au prix seulement de 210,30. Donc, on a donc un ordre de priorité sur les prix, d'accord. Pour la vente, c'est le contraire. Donc, ceux qui sont prioritaires, ce sont ceux qui sont prêts à vendre au prix le plus faible. Donc là, on a quelqu'un qui est prêt à vendre à 140 titres à 210,60. Et les prioritaires par rapport à quelqu'un qui souhaite vendre 250 titres X à un prix qui est plus cher, 210,60. Donc c'est pour ça donc on a les prix, la meilleure limite à la vente c'est le cours le plus faible. Par contre à l'achat la meilleure limite c'est le cours le plus élevé. Donc on aura l'occasion bien évidemment de traiter ces aspects de priorité des ordres, priorité temporelle et priorité sur les prix, lorsqu'on va traiter, Inch'Allah, les ordres boursiers. Bien, alors, donc dans cet exemple, ce qui est demandé, c'est de calculer la fourchette moyenne pondérée, la FMP. Donc, on a le carnet d'ordre sur le marché central de ce titre A 10h14. Et donc, sur la base de ces éléments-là, on vous demande de calculer la fourchette moyenne pondérée, sachant que la taille la TMB, la taille minimum de bloc, telle qu'il a été calculé par la bourse de Casablanca, elle est de l'ordre de 800. D'accord? Donc, on a la transaction, elle porte sur 1000 titres, 1000 actions. La TMB, elle est de l'ordre de 800. Donc, on voit bien ici qu'on dépasse le minimum requis pour que la transaction puisse avoir lieu sur le marché central. Donc, si la transaction portait sur moins de 800 titres, il peut avoir lieu sur le marché central. Mais comme on dépasse le minimum, d'accord, on a atteint et on a même dépassé le minimum, on est à 1000, d'accord. Donc, obligatoirement, cette transaction doit avoir lieu sur le marché de bloc, d'accord. C'est un marché qui est de gré à gré, d'accord. On l'appelle également le marché OTC en anglais, le marché OTC, c'est-à-dire over the counter, d'accord. C'est le marché over the counter, c'est un marché de gré à gré. Bien. Alors, donc, quelle est la fourchette moyenne pondérée? Donc, on va procéder donc au calcul. Donc, les conditions de taille, la condition de taille, il est vérifiée. On dépasse la TMB. Donc, il y a la deuxième condition, c'est la condition de prix. On est donc censé calculer la taille, la fourchette moyenne pondérée. Alors, on va la calculer sur Excel, sachant que la TMB, elle est de l'ordre de 800. Donc, on dépasse donc le seuil. Donc, la taille de la transaction, il est de 1000. Donc, on va calculer la fourchette moyenne pondérée pour une transaction d'une taille de 1000 titres. Alors, donc ça veut dire qu'on va prendre 1000 titres à l'achat et 1000 titres à la vente et on va calculer le prix moyen, le cours moyen pondéré acheteur et le cours moyen pondéré vendeur. D'accord? Alors, donc, on a ici 100, 250, 300. Donc, le total, ça fait 650. Donc, on va prendre, il nous resterait donc, il nous manquerait 350 titres au prix de 210 pour arriver à 1000. Donc, on va prendre ici 100. On va prendre, je vais essayer d'agrandir un peu pour que ça soit plus clair. Je vais prendre ici 100, 250, 300. Par contre, ici, je vais prendre seulement 350 pour arriver à 1000. D'accord? Donc là, j'arrive à 1000, le total. Très bien. Alors, au niveau achat, au niveau vente, pardon, je vais faire la même chose. Donc,
j'ai un total ici de 640. Ok, je le vois ici. Donc, pour arriver à 1000, il me faudrait 360. Donc, je vais donc prendre 140, 250, 250. Et ici, je vais prendre, alors, je disais tout à l'heure, voilà, 260 ici. D'accord? Et comme ça, j'arriverai à 1000. Voilà. Et donc, le total, pardon, non, c'est 360, excusez-moi, non pas 260, voilà. Voilà, donc j'arriverai donc à 1000 titres à l'achat et à la vente. Donc, tout ce qui reste à faire par la suite, c'est de calculer le cours moyen pondéré, le cours acheteur, le cours moyen pondéré acheteur et le cours moyen pondéré vendeur. Très bien. Alors, donc, c'est une moyenne pondérée, donc elle est égale à 100 fois 210 plus 250 fois 210, 30 plus 300 fois 210, 20 plus 350 fois 210, 10 divisé par, bien évidemment, par 1000 parce que je calcule une moyenne pondérée. D'accord? Des prix qui sont pondérés par les quantités. Alors, je divise par 1000. La taille, voilà, je l'ai ici par la taille de la transaction. Donc, ça fait donc 210, 22. Donc, ça, c'est la limite inférieure. Donc, c'est la borne inférieure de la fourchette. OK? C'est le cours acheteur. Alors, pour le cours vendeur, on va faire la même chose. Donc, c'est 140 fois 210, 60, plus 250 fois 210, 70, plus 250 fois 210, 90, plus enfin 360 fois 211, le tout divisé par la taille de la transaction qui est égale à 1000. Très bien. Donc, ça fait donc 210, 84. Donc, on a donc ici une fourchette moyenne pondérée de l'ordre de 210, 22 à 210, 84. D'accord? Ça veut dire que le prix auquel cette transaction aurait lieu doit être situé à l'intérieur de cette fourchette 210, 22, 210, 84. D'accord? Pour vous donner un exemple de ce genre de transactions qui ont eu lieu sur le marché de blocs, prenons le cas de la vente de la part de Vivendi de sa part dans le capital de Maroc Télécom. Vivendi, il avait plus de 50% du capital, il avait la majorité absolue dans le capital de Maroc Télécom. Donc pour vendre sa part dans le capital, qui est une part très importante, donc plus de 50% du capital de Maroc Télécom, Vivendi ne s'est pas amusé à passer un ordre de vente sur le marché central parce que tout simplement c'est une transaction qui porte sur une taille assez conséquente qui dépasse largement la taille, la TNB, la taille minimale du bloc. Donc il était obligé de traiter la transaction de gré à gré sur le marché de bloc. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Donc Vivendi, donc, il avait fait donc une offre publique de vente. Et suite à cette offre publique de vente, il a été approché par plusieurs acheteurs, plusieurs acquéreurs potentiels, parmi lesquels donc il y avait l'opérateur émirati Etisalat, il y avait un opérateur de télécommunications sud-coréen, il y avait un autre opérateur de l'Afrique du Sud, et finalement, suite aux différentes négociations, le choix de Maroc Télécom ou bien de Vivendi, donc c'est donc arrêté, il a été donc arrêté, donc c'est donc fixé sur l'opérateur émirati Etisalat. Donc c'est une transaction qui a eu lieu sur le marché de bloc, il a eu lieu de gré à gré, il n'a pas eu lieu sur le marché central parce que la taille de la transaction est une taille qui est très importante, qui dépasse bien évidemment
la taille minimum de bloc. Voilà, donc ça c'est juste un exemple de transaction sur le marché de gré à gré. Bien. Maintenant qu'on a expliqué les deux marchés ou les deux compartiments composant la bourse de Casablanca, savoir le compartiment central et le compartiment de bloc, on va voir maintenant quels sont les intervenants sur ce marché. Alors, il y a 4 principaux intervenants sur la bourse de Casablanca. Alors, on a l'AMMC, on a la société gestionnaire de la bourse de Casablanca, on a les sociétés de bourse et on a également le dépositaire central Maroc Clear. Alors, commençons par l'AMMC, c'est l'autorité marocaine du marché des capitaux. Donc, avant 2016, il avait le nom du CDVM, le Conseil déontologique des valeurs mobilières. C'est tout simplement le gendarme de la bourse de Casablanca. D'accord? C'est le contrôleur, c'est le gendarme de la bourse. C'est un établissement qui est public, qui est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, mais qui est placé sous la tutelle du ministère de Finances, au même titre que, comme on va le voir par la suite, le dépositaire central. Alors, quels sont les rôles confiés ou bien les tâches confiées à l'AMMC? L'AMMC, il est chargé, premièrement, d'assurer la protection des investisseurs. Donc, quand je parle de la protection des investisseurs, je parle bien évidemment de l'épargne, de l'argent investi par les différents investisseurs dans les différents instruments financiers, actions, obligations, titres hybrides, etc. D'accord? Donc, son rôle principal, donc, c'est la protection. Comment protéger donc ces investisseurs? À travers donc une réglementation, à travers un contrôle, notamment des informations qui sont communiquées par les entreprises. Il faut savoir que toutes les informations qui sont communiquées par les entreprises qui sont cotées en bourse, elles sont contrôlées et nécessitent un visa, d'accord? Une approbation et donc un visa de l'AMMC. Par exemple, au moment de l'introduction en bourse d'une entreprise, il y a un prospectus d'information qui est publié par ces entreprises et qui est destiné aux investisseurs potentiels, aux actionnaires potentiels de l'entreprise. Et ce prospectus, il ne peut être publié qu'après avoir été contrôlé par et vérifié par l'AMMC. Et d'ailleurs, sur ces visas-là, sur ces prospectus, vous trouvez toujours visa de l'AMMC en date de, etc. D'accord? Donc, il y a donc un contrôle. Pourquoi un contrôle de ces informations? Tout simplement pour ne pas induire les investisseurs en erreur, pour ne pas communiquer d'informations mensongères qui auraient tendance à gonfler ou bien à surestimer le cours boursier des titres qui sont vendus aux investisseurs sur le marché. Donc, premier rôle, donc, c'est de s'assurer de la protection de l'épargne investie à travers donc un contrôle de l'information communiquée, veiller à l'égalité de traitement des épargnants, donc pour qu'il n'y ait pas en fait d'épargnants qui seraient privilégiés, d'investisseurs qui seraient privilégiés par rapport à d'autres. C'est le cas par exemple typique de ce qu'on appelle les délits d'initiés qui sont sanctionnés pénalement par des peines d'emprisonnement et des amendes qui sont très lourdes. Alors c'est quoi un délit d'initié? Un délit d'initié, c'est tout simplement un investisseur qui, grâce à sa position, peut avoir des informations qui sont privilégiées, qui vont donc lui permettre de réaliser donc des profits au détriment des autres investisseurs. Supposons par exemple que vous êtes un investisseur institutionnel, ou bien prenons le cas tout simple d'un dirigeant d'entreprise qui est en même temps actionnaire. D'accord, vous êtes dirigeant et vous avez des actions dans l'entreprise que vous gérez, que vous dirigez, et que vous avez des informations, par exemple, vous avez plus de visibilité que les autres investisseurs, vous avez plus de visibilité, par exemple, sur le carnet de commandes de l'entreprise. Supposons que il y a un important client avec qui l'entreprise réalise, par exemple, 70% du chiffre d'affaires, vient d'annuler une grosse commande, d'accord, une commande très importante qui va peser lourd sur le chiffre d'affaires et sur le résultat. Donc, vous avez été contacté par ce client qui vous dit attention, donc je vais annuler ma commande. Et donc, vous savez que suite à l'annulation ou bien à l'annonce de cette information au marché, le cours va baisser.
tout simplement parce que c'est un signal qui a un contenu informationnel qui est négatif, donc automatiquement le cours va s'ajuster en conséquence, et donc il y aura donc une sanction qui sera donc infligée donc, au cours de l'entreprise à cause de cette mauvaise nouvelle. Donc vous, en tant que dirigeant, vous avez l'information en priorité, donc vous êtes donc privilégié. Et donc qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous décidez de vendre vos actions avant que le cours chute. Alors ça, c'est interdit, c'est exactement ce qu'on appelle un délit d'initié, ou bien ce qu'on appelle en anglais l'insiders trading. Donc là, si vous faites ce genre de choses, si vous faites ce genre de transactions, donc vous serez donc sanctionné. Donc là, l'AMMC, elle est là pour vérifier, pour contrôler donc les mouvements de transactions des différents investisseurs et de déceler éventuellement du mouvement suspect qui permettent à ces entreprises potentiellement qui permettent d'indiquer potentiellement à l'AMMC l'existence d'un délit d'initié. Donc ça, c'est juste un exemple qui explique en fait comment l'AMMC veille à l'égalité de traitement des épargnants et à la transparence, d'accord, sur les marchés de capitaux et plus particulièrement au niveau de la bourse de Casablanca. Donc, veillez donc à la protection, veillez à l'égalité des traitements et s'assurer du bon fonctionnement du marché et veiller à l'application des dispositions législatives. Donc là, il faut que la réglementation, il faut que les règles et les dispositions législatives soient strictement et correctement appliquées par les entreprises et par les intervenants sur ce marché. Donc, en ce sens, on voit bien que l'AMMC, il agit en qualité de contrôleur, il agit en qualité de gendarme de la bourse. Et on trouve également la même chose dans les autres pays. Et si je prends par exemple le cas de la France, ils ont ce qu'on appelle l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez par exemple au niveau des États-Unis, vous avez la SEC, la Securities and Exchange Commission. Donc c'est l'organe qui contrôle donc qui contrôle les différentes les bourses des États-Unis. Bien. Alors, quelles sont les ressources de l'AMMC? Donc, c'est vrai qu'on avait dit que c'est un organisme qui est doté de la personnalité morale, de l'autonomie juridique et financière, mais il est quand même financé par des dotations et des subventions de l'État. Il est également financé par des produits, des commissions reçues auprès des entreprises qui demandent des visas. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les entreprises, lorsqu'ils souhaitent donc communiquer leurs états annuels, par exemple en fin d'exercice, ou bien lorsqu'ils souhaitent faire des communications par à travers la publication de prospectus, ils doivent recevoir le visa de l'AMMC, et c'est un visa et un contrôle qui n'est pas fait gratuitement, bien évidemment. Donc, il y a des commissions qui sont payées par ces entreprises. D'accord? Et il y a aussi le produit de la commission annuelle sur les actifs des OPCVM, des organismes de placement collectif en valeur mobilière. Alors, le deuxième intervenant sur la bourse de Casablanca, bien évidemment, c'est la société gestionnaire de la bourse de Casablanca. C'est la société qui gère la bourse. S'il vous plaît, à ne pas confondre avec les sociétés de bourse qu'on va voir par la suite. Donc là, c'est vraiment la société qui gère la bourse de Casablanca, qui est une société anonyme de droit privé, d'accord, qui a un capital minimum qui est fixé par le ministère des Finances à 10 millions de dirhams, mais qui est actuellement à plus que ça, il est à plus de 387 millions de dirhams. Alors, c'est une société anonyme. Quels sont les actionnaires de cette société? Jusqu'à juin 2016, les seuls actionnaires de la société gestionnaire de la bourse de Casablanca étaient les sociétés de bourse, donc qui détiennent donc une part, qui ont tous des parts égales dans le capital de cette société gestionnaire de la bourse de Casablanca. Ça veut dire on a 17 sociétés de bourse actuellement au niveau de la bourse de Casablanca. Chaque société de bourse, je dis bien elle avait, parce que ça c'était jusqu'à juin 2016, avant l'ouverture du capital dont nous avons déjà parlé la séance précédente. Chaque société, elle avait un 17e du capital. D'accord?
Donc, si jamais il y a une société qui vient de quitter, qui vient de disparaître, donc par exemple, si on passe de 17 à 15 sociétés, donc chaque société aura un 15e. Donc, c'est toujours à part égale entre les différentes sociétés de bourse composant le capital de la société de bourse de gestionnaire de la bourse de Casablanca. Mais à partir de juin 2016, donc il y avait donc une réforme, il y avait donc l'ouverture, il y avait un événement majeur dans la vie de la bourse de Casablanca, c'est l'ouverture du capital de la bourse à de nouveaux actionnaires. Et donc désormais, à partir de juin 2016, c'est les banques qui s'accaparent la part du lion dans le capital de la société gestionnaire de la bourse de Casablanca, avec presque 2/5 du capital, suivi par la CDG, 25%. Les sociétés de bourse, ils n'ont désormais que 20% du capital. Les sociétés d'assurance, 11%. Et la Casa Finance City Authority, qui détient 5% du capital de cette société. Alors, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les missions confiées donc à la société gestionnaire de la bourse de Casablanca? Premièrement, c'est la gestion de la bourse en tant que société. Elle doit être gérée. Donc, premièrement, c'est la gestion. Après, il y a aussi la société de gestion de la bourse de Casablanca. Elle annonce ou bien elle prononce toutes les IPO, les introductions en bourse et leur radiation. Donc, chaque introduction, elle est prononcée par la bourse et chaque radiation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le delisting, c'est-à-dire en fait lorsqu'une entreprise quitte la bourse, donc là aussi, donc, elle est prononcée par la société de gestion de la bourse de Casablanca. Troisième rôle, c'est de veiller à la conformité des opérations effectuées par les sociétés de bourse au regard des lois et des règlements applicables. Donc, veiller donc à l'application stricte des lois et des règlements. D'accord. Quatrième rôle, porter à la connaissance de l'autorité des marchés, l'autorité marocaine des marchés de capitaux, toutes les infractions qui seraient relevées lors de l'exercice de sa mission. Ça veut dire, si par exemple la société gestionnaire de la bourse de Casablanca découvre des agissements qui sont contraires donc à la réglementation de type par exemple délit d'initié, il doit donc reporter, il doit donc relayer l'information à l'AMMC pour prendre les décisions qu'il juge donc nécessaires et adéquates. Autre rôle confié ou bien autre tâche ou autre rôle assuré par la société gestionnaire de la bourse de Casablanca, c'est la suspension de cotation des valeurs mobilières. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la suspension de cotation? C'est l'arrêt momentané c'est d'arrêter momentanément donc la cotation d'un titre. Dans quelles circonstances? Alors, par exemple, si la société gestionnaire de la bourse de Casablanca juge, par exemple, que les variations des cours sont exceptionnelles. Ils dépassent donc les normes et ce sont des variations qui sont accidentelles et excessives. Donc là, il doit annoncer la suspension de la cotation, d'accord, pour en quelque sorte donner un peu plus de temps aux investisseurs de réfléchir pour confirmer ou non la tendance, d'accord. Et il peut également, cette suspension de cotation peut avoir lieu en cas d'existence, par exemple, de rumeurs sur une éventuelle fusion-acquisition, sur une éventuelle OPA, d'accord, sur une éventuelle cession de blocs, par exemple d'actions par un actionnaire important. Donc, ce sont des opérations qui risquent en fait même s'il s'agit de rumeurs, ils risquent de provoquer des variations accidentelles, des variations très importantes et parfois même des mouvements de panique au niveau du marché. Et donc la bourse de Casablanca, ou bien ça se fait également dans toutes les bourses, et ils suspendent donc la cotation pour permettre aux investisseurs de prendre le temps nécessaire pour réfléchir, d'accord, afin de confirmer ou non les tendances qui sont observées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc des suspensions de cotation qui peuvent être donc ordonnées soit par la société de gestion de la bourse de Casablanca et peuvent également être ordonnées par l'AMMC éventuellement. D'accord. Un autre rôle assuré par la société de gestion de la bourse de Casablanca, c'est ce qu'on appelle les déclarations de franchissement de seuil, le respect donc de la procédure concernant les déclarations de franchissement de seuil. Donc, les entreprises, dans le cas où un certain nombre de seuils bien fixés par la loi, si ces seuils sont franchis,
à la hausse ou à la baisse, ou lorsque ces seuils sont atteints. Donc, ça peut être donc un franchissement à la hausse, un franchissement à la baisse, ou encore lorsque ces seuils sont atteints par des actionnaires qui agissent soit à titre individuel, soit de concert. Alors, des actionnaires qui agissent de concert, c'est-à-dire des actionnaires qui agissent en groupe, en vertu, par exemple, d'un accord, d'une convention qui a été signée entre plusieurs actionnaires, au terme de laquelle ils décident en fait d'agir de concert, c'est-à-dire ils vont agir collectivement. Alors, si des actionnaires qui détiennent des titres à titre individuel, ou bien qui agissent de concert, si pour ces actionnaires, ces seuils-là sont franchis, à la baisse ou à la hausse, ou bien s'ils sont atteints, les seuils de 5%, 10%, 20%, un tiers, 50%, ou bien 2 tiers, ils doivent obligatoirement communiquer cela à la société gestionnaire de la bourse de Casablanca. D'accord? Donc c'est obligatoire, c'est une obligation pour les entreprises de communiquer donc ces franchissements de seuil, parce qu'il en résulte donc des conséquences qui sont cruciales et importantes. Par exemple, un actionnaire qui détient par exemple auparavant 40% du capital et qui passe par exemple à 66% de tiers par exemple. Donc avant vous aviez, supposons que vous avez par exemple 60% et suite à l'achat d'actions au fil de l'eau, donc vous êtes arrivé à 2 tiers. Donc là vous avez ce qu'on appelle dans le droit des sociétés, les sociétés de capitaux, donc vous avez ce qu'on appelle la majorité qualifiée. D'accord? Vous avez la majorité qualifiée. Donc cette majorité qualifiée, donc ça veut dire que vous pouvez imposer vos décisions dans l'Assemblée générale extraordinaire. D'accord? Un autre exemple, si vous avez par exemple, si vous aviez 40% et que vous avez franchi le seuil de 50%, vous avez dépassé donc les 50%, vous avez atteint 51%, vous avez l'obligation de faire la déclaration de franchissement du seuil. Pourquoi? Parce que vous avez la majorité absolue. Donc lors des assemblées générales ordinaires, vous allez imposer vos décisions. D'accord? Par exemple, si vous avez atteint les 1 tiers, donc vous avez ce qu'on appelle la minorité de blocage. Ça veut dire que vous pouvez bloquer toutes les décisions lors des assemblées générales extraordinaires, et ainsi de suite. Donc, les entreprises, ils sont donc amenées à faire ces déclarations de franchissement de seuil. Vous avez ici le formulaire. Donc là, c'est le formulaire que doit remplir qu'on doit remplir dans le cadre d'une déclaration de franchissement de seuil. Donc c'est un formulaire que vous pouvez trouver sur le site de l'AMMC, l'autorité des marchés de capitaux. D'accord? Donc vous avez la société concernée, l'identité du déclarant, celui qui a franchi qui va faire la déclaration, les personnes en charge du dossier, la relation du déclarant avec la société cotée, est-ce qu'il est membre du conseil d'administration, est-ce qu'il est dirigeant, quelle est sa fonction, d'accord? L'origine du franchissement du seuil, comment vous avez pu donc franchir ce seuil à la hausse ou à la baisse? Est-ce que vous avez acheté des actions? Est-ce que vous avez franchi à la baisse parce que vous avez cédé des actions? Est-ce que vous avez fait des dons, des legs? Est-ce que vous avez converti des obligations en actions et c'est pour ça que vous avez donc dépassé le seuil? Est-ce que vous avez souscrit plus d'actions lors de l'augmentation du capital, d'accord? Et donc, vous avez donc dépassé le seuil? Ou bien est-ce que vous n'avez pas participé à une augmentation du capital et donc c'est pour ça vous avez été dilué et donc vous avez donc franchi le seuil à la baisse? La nature du franchissement de seuil, est-ce que c'est un franchissement à titre direct ou bien indirect, d'accord? Parce qu'on peut avoir des participations directes ou indirectes dans une société. Une participation directe, ça veut dire que vous avez directement les actions de la société en question. Et ça peut être aussi des détentions indirectes, des participations indirectes. Ça veut dire que vous avez des participations dans l'entreprise A via l'entreprise X. Donc, dans ce cas-là, on est dans un contrôle indirect. Donc là, il faut également le préciser dans le formulaire. Les seuils, vous voyez, donc les seuils, ce sont les mêmes seuils qu'on a sur les slides. 5%, 10%, 20%, 1 tiers, 50%, 2 tiers. Le sens, est-ce que c'est à la hausse, la baisse, ou bien le seuil il est atteint, comme on vient de l'expliquer. Donc ça, c'est le seuil en capital, c'est-à-dire en nombre d'actions, en pourcentage d'actions.
Et vous avez également le seuil en droit de vote. Alors, généralement, donc, on a identité entre les deux. Donc, les deux sont identiques. Mais dans certains cas, d'accord, on peut avoir des actions avec des droits de vote multiples. Donc, vous aurez donc plus de droits de vote, d'accord, grâce à ces droits de vote multiples. Ou bien, on peut également trouver des actions sans droit de vote. C'est ce qu'on appelle, c'est le cas, par exemple, des ADP, des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on appelle les certificats d'investissement, qui sont dénués de droits de vote. D'accord? Alors, situation avant le franchissement. Quels sont les noms d'actions détenues avant le franchissement? Situation, le franchissement du seuil de participation, etc. Et à la fin, il y a un paragraphe très important dans cette déclaration, c'est la déclaration d'intention. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les 12 mois suivants le franchissement? Est-ce que vous allez arrêter les achats d'actions? Est-ce que vous allez poursuivre l'achat pour avoir le contrôle total? Est-ce que vous souhaitez siéger dans le conseil d'administration? D'accord? Et donc, vous serez donc impliqué dans les décisions de gestion de l'entreprise. Est-ce que vous allez acquérir ou non le contrôle de la société? Est-ce que vous allez demander la radiation carrément de la société suite à un contrôle important de cette société? Si vous dépassez par exemple les seuils de 95%, il y a ce qu'on appelle les offres publiques de retrait, suivi d'un retrait obligatoire. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez donc atteint le seuil de 95%, vous pouvez lancer une offre publique de retrait au terme de laquelle vous allez dédommager les actionnaires minoritaires, vous allez leur payer donc le prix donc des actions plus une prime, d'accord, pour les inviter donc à quitter l'entreprise. Auquel cas donc vous allez donc contrôler totalement la société et donc vous allez la radier de la bourse. C'est ce qu'on appelle comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, le delisting. Alors, enfin, il vous demande, est-ce que le déclarant agit seul? Est-ce que vous agissez seul ou bien avec d'autres actionnaires? C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire des actionnaires qui agissent de concert. Puis par la suite, donc, vous signez, vous cachetez donc la signature ou bien le cachet si vous êtes une personne morale ou bien seulement la signature si vous êtes une personne physique. Donc voilà donc en ce qui concerne donc les déclarations de franchissement de seuil. Et donc la société gestionnaire de la bourse de Casablanca, il doit relayer donc ces informations à la MMC. D'accord? Bien. Après la société gestionnaire de la bourse de Casablanca, le troisième intervenant très important, c'est les sociétés de bourse qui sont chargées donc de l'intermédiation boursière. D'accord? Ce sont les seules habilités. D'accord? Ils sont donc investis légalement de ce rôle qui est le monopole de l'intermédiation boursière. Donc, ce sont les seuls habilités à exécuter les transactions sur titre. D'accord? Alors, ils ont également d'autres rôles et d'autres tâches, notamment le placement des titres qui sont émis, c'est-à-dire les sociétés qui augmentent leur capital ou bien qui émettent des obligations convertibles, par exemple, pour placer ces titres dans le public, c'est-à-dire pour vendre ces titres aux investisseurs sur le marché. Ils peuvent faire appel donc à ces sociétés de bourse pour vendre ces titres. Donc, dans ce cas-là, comme on peut le voir, les sociétés, bien qu'on est dans un circuit de financement direct, c'est-à-dire que les entreprises élèvent les fonds directement sur le marché, mais elles font appel à des intermédiaires, et ces intermédiaires sont entre autres des sociétés de bourse, comme on va le voir par la suite. Elles assurent également des missions de garde, la conservation des titres, et ça c'est quelque chose qu'on va voir lorsqu'on va traiter tout de suite, lorsqu'on va voir l'AMMC et ses rôles. Donc la garde et la conservation des titres, la gestion de portefeuille sur mandat. Donc des investisseurs peuvent donc confier la gestion de portefeuille de titres, c'est-à-dire tout ce qui est achat, alignation, vente de titres, et peuvent confier donc ces missions à la société de bourse, d'accord. Donc ça, ce sont donc les principales missions assurées par les sociétés de bourse qui sont actuellement au Maroc au nombre de 17 et qui ont donc le monopole de l'intermédiation boursière. Donc vous avez ici la liste des sociétés de bourse actuellement sur le marché boursier marocain, le marché marocain de façon générale. Alors le dernier intervenant au niveau de la bourse de Casablanca, c'est le dépositaire central. Le dépositaire central, c'est Maroclear. Alors, Maroclear, quel est son rôle? Alors, son rôle,
c'est premièrement, alors il a quatre rôles importants. L'admission, le dénouement, l'administration et la dématérialisation des titres. Alors l'admission, donc au moment où un émetteur procède à l'émission de titres, une entreprise qui est cotée qui procède à l'émission de titres, elle va demander donc leur inscription auprès donc du dépositaire central. Donc le dépositaire central, qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va donc ouvrir un compte courant, c'est comme l'ouverture d'un compte bancaire, sauf que là on ouvre un compte en titre, d'accord? Il ouvre un compte en titre pour cette société, d'accord? Donc il procède donc à la vérification de toutes les informations, puis par la suite il procède à la codification. Alors c'est quoi la codification? C'est-à-dire il attribue ce qu'on appelle un code ISIN. D'accord? Le code ISIN, International Security Identification Number, c'est un code qui permet d'identifier sans risque de confusion n'importe quel titre dans le monde. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Donc, il procède à la codification, puis par la suite, il va procéder à la conservation des titres dans un compte courant. Donc, à partir de ce moment-là, on dit que les titres sont inscrits, d'accord? Donc, c'est l'opération d'inscription auprès donc du dépositaire central. Donc, tous les titres seront donc mis dans un compte courant. Au même moment, ces titres-là seront portés au crédit des comptes courants des teneurs de titres. Et les teneurs de titres, ce sont les affiliés du dépositaire central. Et les affiliés du dépositaire central sont principalement les banques et les sociétés de bourse. Donc, une fois que les titres sont conservés dans un compte courant, ils seront donc automatiquement portés au crédit des sociétés de bourse. Alors, pourquoi ils seront donc portés au crédit des affiliés, principalement les sociétés de bourse? Parce que tout simplement, par la suite, Maroclair, elle va traiter avec ses affiliés, avec ses sociétés de bourse. D'accord? Maroclair, il ne traite pas avec le grand public. Il ne traite pas directement avec les investisseurs, les particuliers notamment, et le grand public. D'accord? Il traite avec les affiliés, c'est-à-dire les banques et les sociétés de bourse. Donc c'est pour ça, donc ces titres, ils seront donc automatiquement portés au crédit des comptes ouverts auprès de Maroclair par les dépositaires centrales pour par la suite faire les opérations de règlement de livraison, comme on va le voir de le point suivant, qui est le point sur le dénouement. Le dénouement, c'est-à-dire la gestion de ce qu'on appelle le règlement et la livraison. Donc la livraison des titres, une fois qu'il y a une transaction d'achat ou de vente, d'accord, il y a donc un transfert des titres qui est opéré entre les comptes des affiliés, entre les sociétés de bourse. D'accord? Donc c'est la livraison des titres. Vous avez acheté les titres, donc vous êtes obligé bien évidemment de passer par la société, votre société de bourse. Donc il y a donc un transfert des titres entre sociétés de bourse, les affiliés. Puis il y a un règlement cash dans les comptes courants ouverts par ces affiliés-là auprès de Banque El Maghrib. Donc on a donc une opération de livraison, une opération de règlement. Donc il y a deux comptes, il y a un compte en titre pour la livraison du titre, il y a un compte cash, d'accord, ouvert auprès de Banque El Maghrib, c'est pour le règlement cash de l'opération. Et donc le délai de règlement livraison, il est de J+3 depuis 2001, parce qu'avant c'était, je pense, J+4. D'accord? Ça veut dire qu'il faut observer 3 jours pour que le titre soit effectivement inscrit dans votre compte. D'accord? Soit donc porté au crédit de votre compte. Pardon. Donc c'est J+3. Pour le marché central. Par contre, pour les transactions de gré à gré, pour les transactions bilatérales, c'est en temps réel. D'accord? Donc pour le marché central, il faut observer un délai de J+3, 3 jours, aujourd'hui plus 3 jours. Par contre, c'est-à-dire 24 heures x 3, donc ça fait donc voilà, donc ça fait 72 heures. Voilà, il faut observer un délai de donc 72 heures, voilà, 3 jours. Par contre, pour les transactions sur le marché de gré à gré, sur le marché de bloc, c'est en temps réel. Le troisième rôle qui est assuré par le dépositaire central, c'est l'administration du titre. D'accord? C'est-à-dire tout simplement la gestion de ce qu'on appelle les opérations sur titre. Donc les opérations sur titre, c'est tous les événements qui sont liés à la vie du titre. D'accord? Notamment, vous avez des distributions de dividendes, des distributions de coupons pour les obligations, les augmentations de capital, les échanges de titres, les fusions,
les attributions d'actions suite à l'incorporation de réserves, ce sont toutes des opérations qui ont un impact sur le titre dont on avait déjà parlé dans ce cours en amphi. D'accord, ce sont des opérations qui nécessitent donc des ajustements qui doivent être donc prises en compte et donc grâce à MaroClear, toutes ces opérations sont prises en compte pour tous les titres en fait inscrits auprès de ce dépositaire central. Après l'administration, bien évidemment, il y a un autre rôle très important qu'assure la MaroClear depuis sa création, depuis 1997, c'est le rôle de dématérialisation des titres, la digitalisation, la gestion digitale des titres. Donc la dématérialisation des titres, c'est-à-dire que on passe du format papier, d'accord, on est passé depuis 1997 du format papier des titres avec tous les risques qui lui sont associés, notamment les risques d'incendie, les risques de vol, vers une inscription dans un compte courant, donc une inscription par une opération qui est donc électronique, d'accord. Donc on passe donc d'un format papier à un format tout simplement et purement digital, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle donc la dématérialisation pour accroître donc la sécurité des titres détenus par les différents pour sécuriser les titres détenus par les différents investisseurs. Donc, cette dématérialisation, il est assuré par MaroClear pour les sociétés cotées et également pour les sociétés non cotées qui le souhaitent. D'accord? Une société non cotée, s'il veut donc dématérialiser ses titres, il peut donc faire appel à MaroClear qui va donc assurer ce rôle de digitalisation ou de dématérialisation. Alors, pour vous expliquer clairement et d'une façon très simple et rapide et résumée le rôle joué par le dépositaire central, je vais donc vous présenter une vidéo qui a été réalisée bien évidemment par MaroClear dans ce sens. Alors voilà. MaroClear est le dépositaire central des valeurs mobilières au Maroc depuis 1997. Qu'est-ce qu'un dépositaire central ? Le dépositaire central est un organisme où sont comptabilisées et conservées les valeurs mobilières détenues par les intermédiaires financiers habilités, banques, sociétés de bourse, sociétés de gestion, en leur nom propre et ou pour celui de leurs clients. Au Maroc, le dépositaire central, MaroClear, offre plusieurs services de gestion des valeurs mobilières. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une valeur mobilière ? Une valeur mobilière est un titre financier représentant une propriété ou une créance. Elle est émise par des entreprises ou des personnes morales pour attirer des investisseurs, emprunter des fonds ou accroître des capitaux propres. Une valeur mobilière, selon la loi 3596, peut être une action, une obligation, un bon du trésor, un titre de créance négociable, un OPCVM, un FPCT, un OPCC ou un OPCI. Une valeur mobilière confère un droit et donne accès à une partie du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance générale de son patrimoine. Toute valeur mobilière admise aux opérations de MaroClear est dématérialisée et transmissible par inscription en compte. Alors, quel rôle joue MaroClear dans la vie d'une valeur mobilière ? À la création, une valeur mobilière est admise à MaroClear. À son admission chez le dépositaire central, un certain nombre de contrôles sont effectués au niveau des opérations de MaroClear. Et un code ISIN lui est attribué pour l'identifier et lui assurer une vie fluide et sécurisée. Cette valeur mobilière est ensuite conservée dans un compte courant ouvert au nom de l'émetteur de cette valeur ou au nom de son représentant. À partir de cette étape, la valeur mobilière est donc considérée inscrite en compte chez MaroClear et peut être gérée en toute sécurité et fluidité. Ces services sont appelés chez MaroClear la codification et la conservation. Par ailleurs, MaroClear dénoue toute transaction réalisée sur une valeur mobilière, cession, acquisition ou autre, selon le principe de règlement contre livraison dans un délai de 3 jours si l'opération est une transaction en bourse, et en temps réel si l'opération est une transaction de gré à gré ou repo. Ce service est appelé chez MaroClear le dénouement. Également, toute opération sur la valeur mobilière, en l'occurrence un paiement de dividendes ou d'intérêts, attribution ou souscription, fusion ou échange, est administrée chez MaroClear.
Ce service est appelé chez Maroclear l'administration des titres. Ainsi, nous vous aurons présenté l'ensemble des services du dépositaire central des valeurs mobilières. Dans de prochaines vidéos, d'autres notions seront expliquées pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement du dépositaire central et du marché marocain des capitaux. Voilà, donc je pense que vous avez donc suffisamment de matière pour pouvoir travailler. Donc je suis sûr que vous n'avez pas chômé, hein, c'est sûr. Je vous propose donc que l'on s'arrête à ce niveau-là. La séance prochaine, Inch'Allah, on va la consacrer aux introductions en bourse, les IPO. On va voir quels sont les avantages et les limites associées à ce genre d'opération. Donc voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.